On dit que l'honneur ne se mendie pas, il se conquiert. Mais à quel prix? Je m'appelle Adrien de Montclerc. Ce soir, sous la pluie de Paris, j'ai plongé ma lame dans la poitrine du baron de Montlhéry pour venger mon père. Je pensais que tout s'arrêterait là. Mais dans la main froide du mort, j'ai trouvé ceci, un médaillon d'argent marqué d'un lys noir. Une marque qui ne sert pas le roi, ni le cardinal, mais une ombre qui dévore la France de l'intérieur. Désormais, je suis traqué. Pour survivre, je vais devoir découvrir un secret que même la mort n'a pas suffi à protéger. Bienvenue dans Le Bretteur au cœur d'écarlate. Prologue. L'ombre d'un duel. Paris, hiver 1638. La nuit étend son manteau sur les ruelles humides. Des gouttes de pluie ruissellent le long des enseignes d'auberges, dessinant des filaments d'argent sous la lumière tremblante des lanternes. Une silhouette avance, l'épée battant la hanche, le pas déterminé. Adrien de Montclerc. 25 ans, manteau de cuir sombre, regard d'acier. Dans sa main droite, il serre un gant qu'il s'apprête à jeter à la face de son adversaire, le baron de Montlhéry, celui-là même qui, 5 ans plus tôt, fit tomber son père dans la disgrâce en l'accusant faussement de conspiration contre la couronne. L'honneur, murmure Adrien, ne se mendie pas, il se conquiert. Sous le porche d'une chapelle abandonnée, 2 hommes l'attendent. L'un tient la lanterne, l'autre aiguise sa lame sur la pierre. Tu es en retard, Montclerc. Je ne suis jamais en retard pour laver un nom, monseigneur, répond Adrien d'une voix calme. Les épées se lèvent, les reflets de fer s'entrechoquent sous la pluie. Le combat s'engage vif, précis, mortel. Un instant suspendu, puis un cri. Montlhéry tombe à genoux, la poitrine traversée. Adrien recule, tremblant non de peur, mais de ce vide froid qui suit toujours la vengeance. C'est fait, père, votre honneur est sauf. Mais en fouillant le corps du baron, Adrien découvre un médaillon étrange, un lys noir gravé dans l'argent, avec une inscription, par l'ombre, nous servons. Déjà, dans la ruelle, d'autres ombres se dessinent. Des bottes claquent sur les pavés, les hommes du cardinal. Adrien empoche le médaillon, rengaine son épée et s'enfuit dans la nuit. Sa cape flotte derrière lui comme une aile déchirée. Ainsi commence l'histoire d'un homme qui voulut venger son nom, et découvrit un complot qui dépassait sa propre vengeance. Chapitre 1. L'auberge des Trois Lys. La route vers la frontière est longue, boueuse, et pleine de bandits. Adrien, blessé à l'épaule lors du duel, cherche refuge dans une auberge isolée à la lisière de la forêt de Saint-Germain. L'enseigne branlante porte 3 fleurs de lys effacées par le temps. Lorsque la porte s'ouvrit dans un gémissement de gonds rouillés, le silence s'abattit sur la salle. Adrien de Montclerc entra, n'étant plus qu'une silhouette de boue et de cuir trempé. Le jeune homme s'approcha du comptoir, chaque pas de ses bottes laissant une trace sombre sur le plancher. Le tavernier, un homme au visage parcheminé, évitait soigneusement son regard. Ses yeux restaient fixés, avec une fascination mêlée de crainte, sur la dague qu'Adrien portait à la ceinture. « Une chambre, et du vin chaud », dit-il au tavernier. L'homme hoche la tête, observant discrètement l'épée à la ceinture du voyageur et la tache de sang qui macule son épaule. D'une voix brisée par l'inquiétude, il annonça qu'il ne recevait plus personne, prétextant que les temps étaient mauvais. Mais Adrien, sans un mot, posa une pièce d'or sur le bois vermoulu. C'est alors qu'en cherchant sa monnaie, il laissa glisser par mégarde l'objet qu'il avait arraché au corps du baron de Montlhéry quelques heures plus tôt, un médaillon d'argent. Le tintement du métal sur le comptoir sembla résonner comme un coup de tonnerre. Le tavernier blêmit instantanément. Ses doigts se mirent à tracer nerveusement un cercle invisible sur le bois avant de l'effacer d'un geste brusque, comme s'il craignait que le symbole ne prenne vie. « Rangez ça, par pitié, murmura-t-il, l'ombre n'aime pas la lumière des chandelles. » Au fond de la salle, près du feu, une jeune femme lève les yeux. Son visage est dissimulé sous une capuche grise, mais ses mains fines trahissent la noblesse. Adrien remarque d'abord son regard, un éclat de défi mêlé d'inquiétude. Elle semble elle aussi en fuite. Elle le fixe un instant, puis détourne les yeux, comme si elle craignait d'être reconnue. « Vous voyagez seule, madame ?» demande-t-il avec un léger sourire. « Je voyage libre », répond-elle froidement.
Et cela suffit. Un silence. Puis le craquement du bois dans la cheminée. Le tavernier s'approche et chuchote à Adrien. Méfiez-vous, monsieur. La dame est étrange. Elle paie en or, mais refuse qu'on touche à ses bagages. Et elle semble fuir quelqu'un, comme vous. Adrien hausse les épaules. Il a d'autres soucis, ses blessures, le mystérieux médaillon du baron, et surtout les hommes du cardinal qu'il sait à ses trousses. Mais cette femme, cet inconnu, intrigue son esprit plus qu'il ne veut l'admettre. Dans sa manière de parler, il y a une éducation raffinée. Dans son regard, une flamme de rébellion. Cette nuit-là, alors que le vent hurle dehors, Adrien s'éveille à un bruit discret, une fenêtre qui s'ouvre. Il aperçoit la silhouette de la jeune femme glissant dans la cour, un manteau sur les épaules. Sans réfléchir, il la suit, sa blessure à l'épaule le lançant à chaque mouvement. « Attendez !» crie-t-il. « Ne me suivez pas. C'est dangereux. » réplique-t-elle, la voix tremblante. Une torche s'allume soudain dans la nuit, des cavaliers approchent, portant la livrée du cardinal. Adrien se place entre eux et la jeune femme, malgré la douleur. Son épée jaillit. « Derrière moi, madame. Je crains que vos ennemis soient aussi les miens. » L'acier chante, les sabots frappent, les éclats de feu dansent sous la pluie. C'est le premier duel d'une longue série, et le début d'un amour impossible. Lorsque le dernier garde tombe, Adrien chancelle. La jeune femme le retient. « Vous êtes blessé ? » ?»« Ce n'est rien. »« Mais qui êtes-vous, pour que Richelieu vous poursuive ainsi ?» Elle hésite, puis murmure. « Éléonore de Vervières. Dame de compagnie de la reine, et témoin d'un secret que le cardinal veut effacer. » Adrien sort le médaillon du lys noir. Ce secret a-t-il un rapport avec ceci? Le visage d'Éléonore pâlit. « Où avez-vous trouvé ça? » Sur le corps de l'homme que je viens de tuer. Le baron de Montlhéry. Elle recule d'un pas, effrayée. « Alors vous ne savez pas dans quoi vous venez de mettre les pieds. Le lys noir n'est pas une simple confrérie. C'est une ombre qui dévore le royaume de l'intérieur. » Ainsi, sous la pluie et le fer, deux destins s'entremêlèrent, celui d'un bretteur assoiffé de vengeance et d'une femme qui détenait les clés d'un complot royal. Adrien et Éléonore galopent désormais vers l'inconnu, liés par un secret qui dépasse leur propre vie. Mais le cardinal a le bras long, et l'ombre du lys noir ne fait que s'étendre. Si cette plongée au cœur des complots du XVIIe siècle vous a captivé, aidez ce récit à sortir de l'ombre. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la prochaine histoire. Cliquez sur le j'aime si vous avez vibré au son de l'acier d'Adrien de Montclerc. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, Éléonore est-elle une alliée sincère, ou une espionne envoyée pour récupérer le médaillon? Chapitre 2 Le bal des masques. La salle resplendissait d'or et de chandelles. Sous les plafonds peints à la gloire du roi, la noblesse parisienne valsait sur un air doux de viol et de flûte. Derrière les masques de velours et les éventails parfumés, les regards s'épiaient, les rumeurs glissaient comme des lames. Adrien, dissimulé sous un masque noir, fendait la foule avec la grâce d'un fauve apprivoisé. Sa cape écarlate flottait à son pas, telle une blessure vive dans cette mer de satin. L'épaule bandée sous son pourpoint, il cachait sa douleur derrière un sourire mondain. Son cœur battait, non pas pour la musique mais pour un visage. Éléonore. Depuis leur fuite de l'auberge, ils avaient dû se séparer pour brouiller les pistes. Elle était retournée à la cour sous une fausse excuse, lui s'était fondu dans Paris. Ce bal au palais cardinal était leur premier contact depuis 3 semaines. Elle se tenait là, dans la lumière vacillante des chandelles, vêtue d'une robe d'ivoire, les cheveux relevés en une couronne tressée. Elle semblait ignorer l'attention qu'elle provoquait ou feindre de le faire avec l'art d'une femme qui sait ce qu'elle risque. Leur regard se croisa à travers les masques. Une seconde suspendue. Puis le monde sembla s'effacer autour d'eux. « Vous dansez, monsieur ?» dit-elle à voix basse, jouant la comédie de l'inconnu. Adrien s'inclina, prit sa main, et répondit avec ce ton calme et mesuré qui le trahissait toujours. « Avec vous, madame, c'est le seul combat où je consens à perdre. » Ils dansèrent.
Et sous le rythme des violons, entre deux tours de valse, leurs doigts s'effleurèrent. Les masques tombaient peu à peu, mais pas les secrets. En murmurant sous le couvert de la musique, Éléonore révéla. Le lys noir a infiltré la cour. J'ai vu Montlhéry dans leur registre avant sa mort. Il complote contre le roi lui-même. Pour qui travaille-t-il? Je ne sais pas encore. Mais ils ont une réunion secrète, ce soir, après le bal. Au balcon, deux silhouettes observaient la scène, l'un, un homme en robe pourpre, l'autre, un capitaine de la garde du cardinal. Le bretteur est là. Le piège se referme, souffla l'homme au chapeau à plumes. Le cardinal sera satisfait, répondit l'autre. Alors que la fête battait son plein, Adrien glissa à Éléonore un billet discret, scellé de cire rouge. Aux 12 coups de minuit, derrière la serre du couvent des Ursulines. Nous les suivrons. Ah. Leurs regards se séparèrent avant que la marée d'invités ne les engloutisse. Mais déjà, l'ombre du complot rôdait entre les colonnes. Richelieu voulait frapper et le bretteur ignorait encore qu'Éléonore elle-même était surveillée, manipulée, utilisée comme appât. Chapitre 3 La lame et la promesse. Minuit. Paris dormait sous la bruine. Le pavé brillait comme du verre brisé sous la lueur des lanternes. Adrien attendait, appuyé contre un vieux mur couvert de lierre, son épée dissimulée sous la cape. Sa blessure à l'épaule le lançait encore. Chaque goutte de pluie résonnait comme un compte à rebours. Des pas approchèrent. Éléonore. Trempée, tremblante, mais décidée. Vous n'auriez pas dû venir, dit-elle d'une voix où vibrait à la fois la peur et la tendresse. Comment aurais-je pu rester loin? Nous touchons à la vérité. Elle baissa les yeux. Adrien, ils savent. Le billet que je vous ai envoyé ce matin, ils m'ont forcé à le modifier. Ils ont menacé mon père, prisonnier dans les geôles du cardinal. Adrien sentit le piège se refermer. Alors c'est une embuscade. Oui. Mais je devais vous prévenir. Je ne pouvais pas. Il s'avança, effleurant sa joue froide de ses doigts. Je sais. Et je vous ai déjà pardonné. Mais déjà, des bruits d'armes retentirent. Des torchers jaillirent dans la nuit. Les gardes du cardinal encerclaient la serre, leurs capes noires flottant sous la pluie comme des ailes de corbeau. Adrien tira sa lame. Reculez. Rendez-vous, bretteur. Hurla le capitaine. Le cardinal vous offre le pardon si vous livrez ce que vous avez trouvé sur Montlhéry. Adrien serra le médaillon du lys noir dans sa poche. Jamais. L'acier siffla. Le combat éclata dans l'ombre. Les torchers vacillaient, la pluie effaçait le sang. Adrien combattait comme un homme qui n'a plus rien à perdre ou tout à sauver. Chaque coup porté était une prière, chaque pas une condamnation. Sa blessure se rouvrit, le sang coulant sous son pourpoint. Quand le dernier garde tomba, Adrien chancela, à bout de force. Éléonore courut vers lui, les larmes se mêlant à la pluie. Fuis. Les renforts arrivent. Pas sans vous. S'il vous plaît, sauvez au moins votre nom. Et trouvez la vérité sur le lys noir. Pour mon père. Pour tous ceux qu'ils ont détruits. Elle lui glissa dans la main une petite croix d'argent, gravée de ses initiales, un serment, un souvenir, une promesse. Adrien la serra contre son cœur, puis recula dans l'ombre, disparaissant dans les ruelles de Paris. Derrière lui, les torchers du cardinal brûlaient la nuit. Et Éléonore, agenouillée sous la pluie, arrêtée par les gardes, murmura. Que Dieu te garde, mon amour maudit. Chapitre 4 Le pacte du silence. La nuit s'effilochait au-dessus des toits de Paris, déchirée par la pluie et les cloches de matine. Dans les ruelles désertes, un homme titubait, une main plaquée sur son épaule ensanglantée. Sa cape, lourde d'eau, laissait une traînée rouge sur la pierre. Adrien de Montclerc, le bretteur au cœur d'écarlate, fuyait à travers la ville endormie poursuivi par les ombres du cardinal et les échos de son propre serment. Chaque pas le rapprochait de la frontière entre vie et oubli. Ses forces l'abandonnaient. La croix d'argent d'Éléonore pesait dans sa poche comme un poids sacré.
Mais dans la brume, au détour d'un vieux pont, se dressait la silhouette austère d'un monastère oublié. Saint-Augustin des Cendres. Adrien s'effondra contre le portail, frappant faiblement. La porte s'entr'ouvrit dans un craquement. Un moine âgé, le visage creusé par les ans et marqué d'une longue cicatrice sur la joue gauche, l'observa sans un mot. « Pardonnez-moi, frère, je cherche refuge. » L'homme leva une lanterne, examinant le visiteur blessé. Son regard, étrangement perçant, sembla reconnaître quelque chose en Adrien. Un silence. Puis il répondit simplement. « Ici, on ne pose pas de questions. Entrez. » On le recueillit dans la pénombre des couloirs. L'air y sentait la cire et la pierre humide. Des chandelles veillaient des icônes effacées. Adrien sentit son corps sombrer, ses yeux se fermer, et le monde s'éteindre. Il se réveilla dans une petite cellule, bandé, fiévreux, mais vivant. Un frère veillait sur lui, silencieux. Celui-ci déposa un bol de bouillon, puis murmura. « Le père Augustin souhaite vous parler. Quand vos forces reviendront. » Les jours passèrent, rythmés par les cloches et les prières. Adrien reprenait vie, mais son cœur, lui, demeurait en lambeaux. Chaque nuit, il revoyait Éléonore, sa robe trempée, ses yeux noyés de larmes, arrêtés par les gardes. Et chaque matin, il serrait la croix d'argent, se jurant de la sauver. Le médaillon du lys noir, lui, restait caché sous son matelas, attendant d'être compris. Un soir, le père Augustin entra. Un homme dans la force de l'âge, contrairement à ce qu'Adrien avait imaginé. Grand, aux yeux clairs, à la voix basse comme le vent d'hiver. Et portant sur la joue cette même cicatrice que le moine qui l'avait accueilli. « Vous avez des ennemis puissants, monsieur de Montclerc. »« Et peu d'amis, semble-t-il, répondit Adrien, amer. « Assez, pourtant, pour que l'un d'eux nous ait prévenus de votre venue. » Adrien se redressa, surpris. Le père Augustin sortit de sa manche un parchemin scellé d'un sceau brisé, un cercle rouge portant les initiales entremêlées, EV. Éléonore de Vervières. Ce message est arrivé avant vous. Par un messager blessé, mort avant la prière de prime. Nous avons prié pour son âme. Adrien déplia le parchemin d'une main tremblante. Quelques mots, écrits d'une main pressée. Adrien, si vous lisez ceci, c'est que vous avez survécu. Le lys noir n'obéit pas au cardinal. Il obéit à un maître caché, peut-être dans l'église elle-même. Cherchez l'ordre du lys noir. Mon père est prisonnier. Sauvez-le, et vous sauverez le royaume. Je vous aime. Le sang d'Adrien se glaça. Le lys noir. Une société secrète infiltrant à la fois le pouvoir royal et l'Église. Montlhéry n'était qu'un pion. Richelieu, peut-être un autre. Qui êtes-vous vraiment, mon père ? Demanda-t-il en fixant le moine à la cicatrice. Le père Augustin hésita, puis répondit calmement. Un homme qui a jadis servi le lys noir, et qui a choisi de le combattre. Cette cicatrice est la marque de mon châtiment. Je me suis réfugié ici, dans le silence et la prière. Mais l'ordre n'oublie jamais. Adrien serra le message contre lui. Le puzzle prenait forme. Alors aidez-moi. Si vous connaissez leur méthode, leur cachette ? Le père Augustin se tourna vers lui, le regard grave. Monsieur de Montclerc, notre ordre monastique veille sur ceux qui cherchent la vérité. Mais sachez ceci, ici, le silence est un serment. Ce que vous apprendrez, vous devrez le porter jusqu'à la victoire, ou la tombe. Alors que Dieu entende le mien, répondit Adrien, la voix ferme. Je jure de faire éclater la vérité, de sauver Éléonore et son père, et de détruire le lys noir. Le père Augustin hocha la tête. Il sortit alors d'un coffre un petit médaillon d'argent, jumeau de celui trouvé sur Montlhéry, mais gravé différemment, 2 lames croisées sous un lys. Ce sceau appartenait jadis à un chevalier tombé pour la vérité. Il vous ouvrira certaines portes, et révélera certains visages. Portez-le, et les membres du lys noir vous reconnaîtront comme l'un des leurs. Adrien prit le médaillon, le poids de la mission pesant sur ses épaules. Je vous le jure,
Père, je ne laisserai pas cette ombre consumer la France. Le vieil homme posa une main sur son épaule. Ainsi soit-il. Bretteur au cœur d'écarlate. Et dans le silence du cloître, les cloches sonnèrent l'aube. Le destin venait de se remettre en marche. Chapitre 5. L'ombre du lys noir. L'aube filtrait à travers les vitraux du monastère, teintant la pierre d'un rouge sang. Adrien, debout face à la grande croix, serrait les 2 médaillons dans sa main bandée, celui de Montlhéry et celui du père Augustin. Ses plaies n'étaient pas toutes refermées, ni celles du corps, ni celles du cœur. Le père Augustin entra sans bruit. Vous partez. Oui. Je ne puis rester dans le silence alors que le royaume s'enfonce dans l'ombre. Et qu'Éléonore croupit dans les geôles du cardinal. Alors que Dieu vous garde. Et méfiez-vous, le lys noir a des yeux partout. Même ici. Adrien lui lança un regard interrogateur, mais le moine détourna les yeux. Adrien quitta le monastère à cheval, drapé dans le brouillard matinal. Le vent portait les cloches du couvent, comme une prière lancée vers Paris. 3 jours plus tard, il foulait de nouveau les pavés de la capitale. Paris grouillait, bruissait, complotait. Sous la pluie fine, les affiches du cardinal se mêlaient aux rumeurs de trahison. Adrien portait désormais le nom d'emprunt Antoine de Lestangue, un gentilhomme désargenté revenu d'Italie. Sa barbe naissante, sa cape sombre, et le regard d'un homme revenu de la mort suffisaient à le rendre méconnaissable. Il portait le médaillon du père Augustin autour du cou, dissimulé sous sa chemise. Son but, lui, restait clair, infiltrer les salons de Richelieu, où se réunissaient les esprits les plus dangereux du royaume et où, selon la rumeur, le lys noir étendait ses racines. Sous les lustres du palais cardinal, tout n'était qu'apparat et faux-semblants. Les courtisans brillaient plus que les épées, les sourires plus que les chandelles. Adrien entra, le pas assuré, saluant d'un air distrait les visages peints de poudre et de flatterie. Il repéra bientôt le comte de Savigne, espion notoire et émissaire de Richelieu, conversant à voix basse près d'un rideau de velours cramoisi. D'un geste discret, Adrien glissa dans l'ombre d'une alcôve et tendit l'oreille. Le cardinal exige que le lys noir livre les preuves contre le père de Verviers avant la Saint-Jean. Et si le bretteur survit ? Répondit une voix féminine, glaciale. Alors, ma chère, nous le ferons taire. Définitivement. Et la fille restera notre otage. Adrien se figea. Cette voix, il crut un instant reconnaître Éléonore. Mais lorsque la silhouette se tourna, il réalisa son erreur, ce n'était qu'une dame de la cour, complice du cardinal. Son cœur se serra. Éléonore était donc toujours prisonnière. Plus tard dans la nuit, Adrien suivit discrètement le comte de Savigne à travers les couloirs du palais. Une porte dérobée s'ouvrit sur une salle souterraine, éclairée par des torchers et un autel orné d'un lys noir peint sur la pierre. Autour, cette silhouette encapuchonnée chantait une prière inversée. Par l'ombre, nous servons la lumière. Par le mensonge, nous protégeons le trône. Adrien observa, le souffle coupé. Parmi les silhouettes, il reconnut le capitaine des gardes, un moine qu'il avait aperçu au monastère, et à sa stupeur un conseiller du roi lui-même. Un complot à 2 visages. Un royaume gouverné par ceux qui prétendaient le défendre. Adrien sortit lentement le médaillon du père Augustin, prêt à se faire passer pour l'un d'eux, quand une main se posa sur son épaule. Il se retourna, dague au poing. Le père Augustin lui-même, dissimulé sous une capuche, tenant un anneau frappé du même lys noir. Ne faites pas un geste, monsieur de Montclerc. Vous êtes attendu. Adrien recula d'un pas, stupéfait. Vous faites partie du lys noir ? J'en faisais partie, murmura le moine. Mais plus maintenant. Je vous ai suivi pour vous protéger. Le lys a des yeux partout, même sur ceux qui prétendent l'avoir quitté. Alors pourquoi êtes-vous ici ? Parce que ce soir, ils vont décider du sort d'Éléonore et de son père. Et vous aurez besoin d'un allié. Adrien serra les dents. Menez-moi à elle. Le père Augustin hocha la tête. Suivez-moi. Mais sachez ceci, ce que vous découvrirez cette nuit changera tout.
Le lys noir n'obéit pas seulement au cardinal. Il obéit à un conseil secret, dont le maître reste caché. Adrien, pris entre la lumière et la trahison, suivit le moine dans les ténèbres du couloir, ignorant qu'il venait de franchir la frontière entre justice et vengeance. Et au loin, les cloches de Paris sonnèrent minuit encore. L'heure du bretteur venait de recommencer. Chapitre 6. Le miroir du cardinal. Les couloirs du palais cardinal étaient un labyrinthe d'ombre et de secrets. Chaque porte, chaque rideau, chaque souffle semblait écouter. Et cette nuit-là, l'un des plus dangereux hommes de France y marchait, accompagné d'un moine rebelle. Adrien de Montclerc, vêtu d'un manteau noir emprunté à un garde endormi, avançait entre les colonnades, son visage partiellement masqué. Son cœur battait la chamade. Sauver Éléonore. Découvrir la vérité du lys noir. Et si nécessaire, affronter Richelieu lui-même. Guidé par le père Augustin, Adrien pénétra dans un salon interdit au commun des gardes, le cabinet des miroirs, entre privé du cardinal. La pièce semblait hors du monde. Des dizaines de miroirs dorés tapissaient les murs, reflétant la lumière rougeoyante du feu. Chaque reflet semblait observer, scruter, juger. Et au centre, une table chargée de lettres scellées, de plans, de sceaux brisés et les secrets du royaume, éparpillés comme un jeu d'échecs. Le père Augustin murmura. C'est ici que Richelieu écrit l'avenir de la France, et son ombre. Et Éléonore ? Prisonnière. Dans les appartements au-dessus. Le cardinal la garde comme gage d'obéissance, et comme appât pour vous. Adrien serra les poings. Alors menez-moi à elle. Maintenant. Mais le moine posa une main sur son épaule. Pas encore. Vous devez d'abord voir ceci. Il tira d'un coffre un manuscrit relié de cuir noir. Sur la couverture, un lys brûlé dans la peau, le livre du lys noir. Chaque membre de la confrérie y a juré fidélité. Les vivants et les morts. Adrien ouvrit le volume avec précaution. Les noms s'y succédaient: baron, prélat, officier. Montlhéry. Des dizaines d'autres. Puis, un nom le fit trembler. Hervé de Vervières, père d'Éléonore. Son père était membre du lys noir? Il l'était, confirma le père Augustin. Mais il a voulu en sortir, révéler le complot. C'est pour cela qu'ils l'ont emprisonné. Et c'est pour cela qu'Éléonore est devenue leur otage. Adrien referma le livre d'un geste sec, la rage montant en lui. Alors ce n'est pas elle qui a trahi. C'est eux qui l'ont piégé depuis le début. Exactement. Adrien sentit la culpabilité le submerger. Tous ses doutes sur Éléonore, toutes ses hésitations, elle n'avait fait que protéger son père au péril de sa propre vie. Alors je briserai le jeu, murmura-t-il en serrant la croix d'argent dans sa poche. Des pas résonnèrent soudain derrière eux. L'air se figea. Dans le miroir, Adrien vit apparaître une silhouette haute, roide, drapée de rouge. Le cardinal de Richelieu. Ainsi donc, le fantôme de Montclerc erre encore entre mes murs, dit-il d'une voix lente, acérée comme une lame. Adrien pivota, main sur la garde, plaçant instinctivement le père Augustin derrière lui. Je ne suis pas votre fantôme, Éminence. Je suis le témoin de vos crimes. Richelieu esquissa un sourire froid. Crime ? Je n'ai fait que sauver un royaume gangrené par ses propres héros. Il s'approcha, chaque pas résonnant comme un verdict. Vous croyez défendre la couronne ? Vous n'en êtes que l'ombre. Le lys noir n'est pas ma création, c'est un rempart nécessaire. Sans lui, la France se dissoudrait dans ses guerres d'orgueil. Adrien recula d'un pas. Un rempart ? Vous avez emprisonné des innocents, manipulé la cour, fait assassiner ceux qui cherchaient la vérité. Richelieu haussa à peine un sourcil. La vérité, monsieur de Montclerc, est un luxe que seuls les morts peuvent se permettre. Les vivants doivent faire des choix. D'un geste, le cardinal appuya sur un mécanisme dissimulé dans son bureau. Un miroir pivota lentement, révélant une porte secrète et derrière, Éléonore, debout mais enchaînée, le regard implorant mais brûlant de fierté. Adrien s'élança.
Mais Richelieu leva la main. Un pas de plus, et la garde entre. Vous mourrez, elle mourra, et son père sera exécuté à l'aube. Silence. Le feu dansait entre eux, projetant leurs silhouettes sur les murs d'or. Deux visages, deux miroirs d'un même fanatisme, l'un pour le pouvoir, l'autre pour l'honneur. Éléonore parla enfin, la voix tremblante mais claire. Adrien, écoute-moi. Ce que tu cherches à détruire n'est qu'un fragment. Le lys noir n'obéit plus seulement au cardinal. Il obéit à un conseil, dont le maître se cache dans l'ombre de l'église. Richelieu fronça les sourcils, visiblement surpris. Silence, femme. Vous en avez déjà trop dit. Mais il était trop tard. Adrien s'était tourné vers le père Augustin. Vous saviez? Le moine baissa les yeux. Je le soupçonnais. Mais je n'avais pas de preuves. Le conseil secret se réunit rarement, et toujours dans un lieu que je n'ai jamais pu identifier. Sauf... Il s'interrompit. Sauf quoi? Pressa Adrien. Sauf que certains parlent d'un monastère. Pas Saint-Augustin, un autre. Plus ancien. Plus caché. Avant qu'Adrien ne puisse répondre, les gardes du cardinal firent irruption dans le cabinet. Adrien renversa un chandelier, lame tirée, flamme dansant sur le parquet. Le père Augustin s'élança vers Éléonore, brisant ses chaînes avec une force surprenante pour un moine. Richelieu recula d'un pas, impassible, observant le chaos avec un détachement glacial. Adrien trancha le bras d'un garde, esquiva une lame, et saisit Éléonore par la main. Courez. Des cris, des coups, des éclats de verre. La flamme courait déjà sur les rideaux, transformant le cabinet des miroirs en enfer doré. Ils s'enfuirent par le couloir secret, le père Augustin fermant la marche, tandis que, derrière eux, les reflets de 1000 miroirs s'effondraient dans le feu comme si le pouvoir lui-même se consumait. Sous le ciel noir, Adrien, Éléonore et le père Augustin coururent jusqu'au quai de la Seine. Là, haletants, trempés par la bruine, ils s'arrêtèrent. Éléonore se jeta dans les bras d'Adrien, tremblante. « Tu es venu. Je t'avais fait une promesse, murmura-t-il en serrant la croix d'argent qu'elle lui avait donnée. Et un Montclair tient toujours parole. Elle leva les yeux vers lui, les larmes mêlées à la pluie. Mon père, il est encore aux Bastilles. Ils l'exécuteront à l'aube s'ils découvrent ma fuite. Le père Augustin s'approcha. Alors nous n'avons que quelques heures. Mais avant de le sauver, vous devez comprendre une chose, votre père détient la clé du mystère. Il sait où se trouve le vrai maître du lys noir. C'est pour cela qu'il le garde vivant, pour le briser. Adrien leva les yeux vers les tours sombres de la Bastille qui se dessinaient à l'horizon. Le vent portait une prière lointaine, presque ironique. Le silence est un serment. Mais cette nuit, Adrien briserait ce silence. Chapitre 7. Les geôles de la vérité. Les souterrains de la Bastille sentaient la pierre humide et le désespoir. Chaque goutte d'eau résonnait comme un conte à rebours. Adrien avançait dans l'obscurité, une torche à la main, le père Augustin à ses côtés. Éléonore, malgré les protestations d'Adrien, avait insisté pour les accompagner. C'est mon père. Je ne resterai pas en arrière. Ils avaient profité du chaos causé par l'incendie du palais cardinal pour infiltrer les geôles royales. Le père Augustin, grâce à son ancienne appartenance au lys noir, connaissait les passages secrets. Mais le temps pressait. Au fond d'un couloir gardé par 2 sentinelles endormies grâce à une potion du moine, ils trouvèrent enfin la cellule. Hervé de Vervières. Un homme autrefois noble, désormais voûté par les mois de captivité, le regard encore fier malgré les chaînes. Éléonore se précipita. « Père !» L'homme leva les yeux, incrédule. « Éléonore, ma fille, que fais-tu ici ? » ?»« C'est de la folie. »« Nous venons vous libérer, » dit Adrien en brisant les chaînes avec l'épée. Hervé observa le jeune homme avec intensité. « Vous êtes le bretteur. Celui qui a tué Montlhéry. »« Oui. Et j'ai découvert qu'il faisait partie du lys noir. Comme vous. » Le père d'Éléonore baissa les yeux, honteux.
J'ai commis une terrible erreur. J'ai cru servir la France, mais je servais l'ombre. Quand j'ai compris, j'ai voulu fuir, révéler la vérité. Ils m'ont brisé pour cela. Le père Augustin s'agenouilla près de lui. Hervé, où se trouve le conseil secret? Qui dirige vraiment le lys noir? L'homme hésita, puis murmura. Pas ici. Trop dangereux. Mais je connais l'endroit. Un monastère oublié, au nord de Paris. Saint-Lazare-des-Ombres. C'est là que le conseil se réunit. Et c'est là que règne l'abbesse. Adrien et le père Augustin échangèrent un regard stupéfait. L'abbesse? Répéta Adrien. Une femme. Ancienne noble, devenue religieuse après un scandale à la cour. Elle a juré de purifier le royaume, par le sang et le secret. C'est elle qui a créé le lys noir il y a 20 ans. Richelieu n'est qu'un outil entre ses mains. Le silence tomba, lourd comme une pierre tombale. Alors tout ce temps, murmura le père Augustin. Nous combattions l'ombre du nombre. Des bruits de bottes résonnèrent soudain dans le couloir. Ils arrivent. Souffla Éléonore. Adrien souleva Hervé, affaibli, et l'entraîna vers le passage secret. Le père Augustin referma la porte dérobée derrière eux alors que les gardes faisaient irruption dans la cellule vide. Ils émergèrent à l'aube, hors des murs de Paris, dans une forêt brumeuse. Hervé, épuisé, s'effondra contre un arbre. Éléonore le réconforta, tandis qu'Adrien et le père Augustin discutaient à voix basse. Saint-Lazare-des-Ombres? Répéta Adrien. J'en ai entendu parler. On dit que c'est un lieu maudit. Parce qu'il l'est, confirma le moine. J'y suis allé une fois, il y a des années. L'abbesse m'a marqué de cette cicatrice quand j'ai voulu quitter l'ordre. Il toucha sa joue. Mais maintenant, nous n'avons plus le choix. Si nous voulons détruire le lys noir, nous devons frapper à la tête. Adrien regarda Éléonore et son père. Alors nous irons. Mais cette fois, nous finirons ce que nous avons commencé. Il sortit les 2 médaillons, celui de Montlhéry et celui du père Augustin, et les fit tourner dans sa paume. 2 clés pour une même porte. Le père Augustin hocha la tête gravement. Que Dieu nous protège. Car là où nous allons, même les prières se taisent. Chapitre 8. Saint-Lazare-des-Ombres. La route vers le nord était longue et silencieuse. 4 âmes en fuite, portant le poids d'un royaume sur leurs épaules. Éléonore chevauchait en silence, tenant la main de son père affaibli. Adrien, à l'avant, scrutait l'horizon. Le père Augustin priait à voix basse, ses lèvres murmurant des litanies oubliées. Après 2 jours de voyage, ils aperçurent enfin, au détour d'une colline boisée, les ruines d'un monastère ceint de brume. Saint-Lazare-des-Ombres. Les murs étaient noirs de mousse et de temps. Les fenêtres, brisées, ressemblaient à des yeux vides. Aucune cloche ne sonnait. Aucune lumière ne brillait. Pourtant, une présence habitait ce lieu froid. C'est ici, murmura Hervé, tremblant. C'est ici que tout a commencé. Adrien descendit de cheval, serrant la garde de son épée. Le père Augustin fit de même, tenant un crucifix d'argent comme un bouclier. Restez en arrière, ordonna Adrien à Éléonore. Mais elle secoua la tête. Non. J'ai autant de raisons que toi d'être ici. Elle sortit la dague qu'Adrien lui avait offerte lors de leur première fuite. Il sourit malgré la gravité du moment. Alors restons ensemble. Ils franchirent le portail brisé. À l'intérieur, le monastère semblait figé dans le temps. Des fresques à demi effacées représentaient des scènes de martyrs et de jugement. Des statues de saints décapités jonchaient le sol. Et au centre de la nef, un autel de pierre noire portait l'emblème du lys noir gravé, brûlé, sanctifié. Des silhouettes encapuchonnées se tenaient immobiles, alignées comme des sentinelles de pierre. Puis, lentement, elles se tournèrent vers les intrus. Une voix s'éleva grave, féminine, résonnant comme un écho de crypte. Bienvenue, enfants égarés. Du fond de la nef émergea une femme. Grande, drapée de blanc et de noir,
le visage dissimulé sous un voile brodé d'argent. L'abbesse. Hervé de Vervières, mon fils prodigue. Tu reviens enfin. Je ne suis plus votre fils, cracha Hervé. J'ai rompu mon serment. Les serments ne se rompent pas, répondit-elle calmement. Il se paie. Son regard invisible se tourna vers Adrien. Et toi? Adrien de Montclerc. Le fils du traître. Le vengeur aveugle. Tu crois détruire l'ordre, mais tu ne fais que servir son dessein. Adrien sentit le sang battre à ses tempes. Mon père n'était pas un traître. C'est Montlhéry qui l'a calomnié. Montlhéry obéissait à mes ordres, dit-elle simplement. Ton père avait découvert l'existence du lys noir. Il devait être neutralisé. Sa disgrâce suffisait. Mais toi, tu as tué Montlhéry. Tu as ouvert la porte que nous attendions. Adrien chancela. Quoi? L'abbesse s'avança, fantôme vivant. Chaque mort, chaque duel, chaque fuite, tout cela servait à révéler les traîtres. À purifier l'ordre. Tu étais notre lame, Adrien. Notre bretteur au cœur d'écarlate. Les mots frappèrent comme des coups de poignard. Tout ce qu'il avait fait, manipulé. Le père Augustin s'avança. Mensonge. Vous avez perdu le contrôle. Richelieu vous échappe, vos spires tombent, et votre royaume d'ombre s'effondre. L'abbesse rit un rire froid, sans joie. Le cardinal n'est qu'un pion. Quand il tombera, un autre prendra sa place. Le lys noir ne meurt jamais. Il renaît du sang. Elle leva la main. Les silhouettes encapuchonnées dégainèrent leurs lames. Et cette nuit, il renaîtra du vôtre. Le combat éclata. Acier contre ombre, foi contre fanatisme. Adrien se battit comme jamais, chaque coup alimenté par la rage et la vérité. Éléonore, agile et déterminée, protégeait son père. Le père Augustin, malgré sa robe, maniait l'épée avec une maîtrise redoutable, le passé d'un guerrier ressurgissant. Mais l'abbesse ne bougeait pas. Elle regardait, impassible, comme une reine sur son trône de cendre. Quand le dernier garde tomba, Adrien s'avança vers elle, l'épée levée. C'est fini. Non, mon enfant. C'est un commencement. Elle retira lentement son voile. Le visage révélé glaça le sang d'Adrien. Une femme d'une beauté froide, marquée de cicatrices rituelles et portant sur le front le tatouage d'un lys noir. Je suis l'ordre. Et l'ordre est éternel. Adrien frappa. Mais l'abbesse, avec une vitesse surnaturelle, esquiva, sortant une dague dissimulée dans sa robe. Le duel s'engagea lent, précis, mortel. Deux philosophies s'affrontaient, la vengeance et la pureté, l'honneur et le sacrifice. Finalement, Adrien para une attaque, désarma l'abbesse, et la projeta contre l'autel. Elle s'effondra, blessée mais toujours consciente. « Tue-moi » murmura-t-elle. « Et deviens ce que tu prétends combattre. » Adrien hésita, l'épée tremblante. Éléonore s'approcha, posant une main sur son bras. « Non. Laisse la justice du roi décider. » Adrien baissa lentement son arme. « Vous avez raison. » Il se tourna vers le père Augustin. « Emmenons-la à Paris. Qu'elle témoigne. Que le royaume sache. » Mais l'abbesse rit une dernière fois. « Le royaume ne saura rien. Car le lys noir survit en chacun de vous. » Elle porta une main à sa bouche, avalant une capsule de poison. En quelques secondes, son corps s'affaissa, les yeux vides. Le silence retomba. Adrien tomba à genoux, épuisé, vidé. Éléonore l'enlaça, et le père Augustin pria pour l'âme perdue de l'abbesse. Hervé, appuyé contre un mur, murmura. « C'est fini, vraiment fini. » Mais en quittant le monastère maudit, Adrien vit, gravé sur le dernier pilier, une inscription en latin. Dom spiro, spero. Tant que je respire, j'espère. Et il comprit que le combat ne finissait jamais vraiment. Que le lys noir, comme toutes les ombres, renaîtrait tant que le pouvoir existerait.
Mais cette nuit, au moins, la lumière avait vaincu. Épilogue. Le cœur d'écarlate. On dit que certaines légendes ne meurent pas, qu'elles se fondent simplement dans le murmure du vent, dans la lumière du matin, dans le battement d'un cœur fidèle. 5 années plus tard. Le royaume avait changé. Richelieu était mort, emporté par la maladie et les regrets. Louis XIII reposait dans les cryptes royales. Et le jeune Louis XIV, le roi Soleil, commençait son règne sous un ciel nouveau. Le lys noir, démantelé, était devenu une légende, un conte que les mères racontaient pour effrayer les enfants. Mais certains savaient que l'ombre ne disparaît jamais complètement. Dans le sud du royaume, entre les vignes et la mer, une petite demeure se dressait sur une colline dorée par le soleil. Là vivait un homme aux cheveux désormais marqués d'argent, au regard calme et profond, Adrien de Montclers. Et chaque matin, à ses côtés, marchait Éléonore, vêtue de lin clair, le sourire empreint d'une paix retrouvée. Leur fille, une enfant de 4 ans aux yeux vifs, courait dans les champs de lavande, riant aux éclats. « Tu écris encore, mon amour » demanda Éléonore en s'approchant. Adrien leva les yeux de son parchemin. « J'essaie seulement de me souvenir. Pour qu'elle sache, un jour, d'où elle vient. Alors laisse-moi t'aider. » Elle posa sa main sur la sienne. Sur la table, 2 médaillons reposaient côte à côte, celui de Montlhéry et celui du père Augustin, désormais symbole non de trahison, mais de rédemption. La croix d'argent d'Éléonore, elle, pendait autour du cou de leur fille, un héritage d'amour et de courage. Sous leurs doigts, sur le parchemin, les mots prenaient vie. Ici finit le sang. Commence la lumière. Au loin, les cloches d'un village sonnaient. Des enfants couraient dans les champs, riant à plein poumon. Le temps, ce grand sculpteur, avait adouci leurs blessures sans jamais effacer leur mémoire. Le soir venu, Adrien montait souvent sur la terrasse de pierre. Le soleil couchant baignait la mer d'un rouge profond à un rouge d'écarlate, comme le cœur qui, jadis, l'avait guidé à travers la nuit. Éléonore le rejoignait, déposait une main sur sa poitrine, là où battait la cicatrice du passé. « Ton cœur d'écarlate brûle encore » disait-elle en souriant. « Oui » répondait-il doucement. « Mais cette fois, ce n'est plus pour la guerre, c'est pour toi. Pour elle. Pour nous. » Le vent portait leur voix au loin, vers les collines, vers la mer. Un cavalier apparut un jour sur le chemin. Adrien reconnut la silhouette voûtée mais toujours digne. Le père Augustin, désormais un vieil homme, mais le regard toujours clair. « Mon ami, » dit Adrien en l'embrassant. « Vous nous avez manqué. Et vous à moi. Mais je devais m'assurer que le lys noir ne renaisse pas. J'ai voyagé, surveillé, prié. » Et le moine sourit tristement. L'ombre recule. Mais elle attend. Toujours. Il sortit un parchemin scellé. Ceci est pour votre fille. Quand elle sera en âge. L'histoire du bretteur au cœur d'écarlate. Pour qu'elle sache que la lumière triomphe toujours, si l'on accepte de se battre pour elle. Adrien prit le parchemin, ému. Merci, mon père. Cette nuit-là, autour d'un feu, les 3 compagnons racontèrent leurs souvenirs. Hervé de Vervières, lui aussi présent, avait retrouvé sa dignité et vivait paisiblement dans un village voisin. Ils rirent, pleurèrent, se souvinrent. Et dans le ciel du soir, un dernier rayon effleurait les pierres de la maison dessinant, sur le mur, la forme d'un lys rouge, non plus symbole de trahison, mais d'amour et de rédemption. Ainsi s'acheva la légende du bretteur au cœur d'écarlate. Il avait vaincu le mensonge, défié le pouvoir, et trouvé dans la vérité ce que les armes lui avaient refusé, la paix. On dit qu'à la tombée du jour, lorsque le vent du sud se lève, on peut encore entendre, dans le souffle des oliviers, le murmure de 2 âmes unies à jamais. Et le serment d'un père à sa fille, que ton cœur soit toujours écarlate ardent pour la justice, brûlant pour l'amour. Fin de l'histoire.